J'ai été coupé, je crois. Voilà, je suis revenu. Donc, il met en relation agent de voyage et réceptif. Et vous avez ici Maya qui est membre de Together et qui va vous parler du Montana en slow travel. Ça se passe comment? Maya vous fait toute la présentation et à la fin, vous pourrez poser vos questions dans le chat qui est en bas à droite et j'afficherai les questions et Maya y répondra avec plaisir. Si vous avez un souci de connexion, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour voir si ça se remet bien. En général, ça solutionne le problème et si ça ne solutionne pas le problème, vous me mettez un petit mot en bas et je tenterai d'y répondre. Voilà, je vous laisse. Bon webinaire. À toi, Maya. Merci Thomas. Bonjour à tous, merci d'être là pour m'entendre parler du Montana et de toutes les belles régions qu'il y a à visiter dans cet état. L'objet là de mon intervention, c'est de vous parler, de vous présenter un des nouveaux voyages de la gamme sur laquelle on est en train de travailler. Là, il s'agit d'un voyage de 3 semaines à destination du Montana et version slow travel. Voilà, donc je suis Maya de Slow Travel. Je vais commencer déjà par vous parler très brièvement de notre agence parce que je pense que la plupart d'entre vous ne nous connaissent pas. Donc, on est une agence réceptive francophone, française, basée aux États-Unis, bien loin des villes, au fin fond de la campagne, dans le Montana, à Billings, qui est une petite ville tranquille. On fait essentiellement du voyage sur mesure et la plupart de nos clients sont des clients qui viennent d'Europe ou de France et qui nous sollicitent pour faire des voyages à la carte aux États-Unis ça comprend aussi bien entendu donc, tout le territoire américain, Hawaï et Alaska et l'Alaska aussi sur lequel on a beaucoup de demandes. On est une petite équipe sympathique de 7 personnes et on travaille vraiment de façon très collaborative et très transparente. Vous allez me dire, parmi tous les réceptifs qu'il y a aux États-Unis français, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? On a donc une expertise assez pointue sur la destination aux États-Unis. On propose des voyages originaux et de qualité en partie. Évidemment, comme tous nos confrères, on fait aussi des voyages un peu plus classiques. Mais c'est vrai que beaucoup de nos clients nous sollicitent pour faire des voyages plus précis, un peu différents. À titre d'exemple, on a fait des voyages sur les volcans actifs des États-Unis. Pour les gens qui sont passionnés d'équitation et de Mustang, on leur fait des voyages sur cette thématique-là. Les gens qui sont des fous de films d'Hollywood, on leur fait des voyages sur par exemple les films de Tarantino, etc. Enfin, donc on est une équipe avec une expérience assez importante dans le milieu du tourisme, parce qu'on a à peu près tous plus de 15 ans de métier. Et puis voilà, on pense être professionnel, réactif et avoir le sens du client et de l'humour aussi. Voilà, on travaille dur, mais on s'amuse pas mal. Voilà, alors avant qu'on parle du Montana, moi ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir si vous connaissez déjà le Montana, si vous avez eu l'occasion d'y voyager. Voilà, si en quelques minutes vous voulez répondre brièvement. Et si pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand on vous dit Montana, à quoi vous pensez? Alors, je vois que la plupart liberté, chevaux, espace, les grandes plaines. Ouais, donc vous êtes bien dans le sujet, bien dans la thématique. Les grands étendues. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok, super. Ouais, merci d'avoir répondu. En effet, vous avez raison. En fait, toutes les images qu'on peut avoir en tête sur le Montana, les grandes plaines, les grands espaces, les chevaux, c'est ça. C'est principalement ça d'ailleurs. Donc ici, je vous propose de parcourir un petit peu cet état qui est immense en 3 semaines et de découvrir toutes les facettes de cet état-là. Pour information, dans le Montana, il y a c'est un État qui fait partie des plus grands États des États-Unis. La superficie, c'est environ 70% du territoire français pour 1 million d'habitants.
Donc, en fait, on n'est pas dérangé par les voisins et pour le Covid-19, on n'a pas eu de difficulté de distanciation sociale, vu l'espace dont cet État jouit. Voilà, donc l'idée de ce voyage slow travel, c'est vraiment prendre le contre-pied des voyages éclairs qu'on a eu l'occasion de vendre par ailleurs sous le travel, bien sûr, typique où le kilométrage quotidien est très élevé et où on va vite fait d'un site à l'autre, d'un parc national à l'autre, en prenant des photos. Là, on est dans un rythme de voyage complètement différent. L'idée, c'est de profiter des sites qu'on visite et de la beauté des paysages. Et autant que possible, de pouvoir faire une jolie petite randonnée au cours de sa journée. Donc, je vois que voilà, la plupart d'entre vous connaissent pas forcément le Montana. Donc, rapidement, ici, le Montana se situe au nord-ouest des États-Unis et à la frontière du Canada. Les États voisins du Montana sont l'Idaho, qui le borde au sud et à l'ouest. Le Wyoming au sud. Le Wyoming est un État qui aussi qui a beaucoup de points communs avec le Montana. Et puis les Dakota, donc nord et sud, la côté est. La capitale de l'État du Montana, mais je suis sûre que personne d'entre vous en a entendu parler, c'est Helena. C'est une petite ville tranquille avec un joli Capitole, mais voilà, c'est la capitale administrative de l'État. Ensuite, dans la diapositive qui suit, je vous ai mis à titre informatif la carte du Montana pour avoir une petite idée de la forme que cet État a. Je ne vais pas vous faire un cours de géographie là-dessus. D'abord, ce n'est pas mon métier. Et puis, en plus, on n'a pas forcément le temps parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, donc dans le Montana, dans tous les États des États-Unis, ça vous le savez probablement, il y a un drapeau. Par exemple, le drapeau de la Californie que vous avez peut-être vu, c'est un drapeau blanc et rouge avec un ours. Ici, le Montana, c'est un joli drapeau bleu roi avec un sceau qui est le sceau de l'État où il y a marqué dessus oro et plata, or et argent. Avec donc une jolie rivière et des beaux massifs montagneux et un beau soleil. Donc, que représente rapidement, à titre, voilà, par curiosité, ce sceau-là? Oro et plata, ça veut dire or et argent en espagnol. Concrètement, c'est un État avec des sols qui sont extrêmement riches en minéraux et il a fait partie évidemment des États qui ont vécu la ruée vers l'or et la ruée vers l'argent. Autre particularité de cet État du Montana, il y a, donc c'est 1 million d'habitants, je vous l'ai déjà dit, il y a 7 réserves indiennes. Et ça, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de réserves dans cet État-là que dans les autres États des États-Unis. Les principaux groupes ethniques de ces réserves-là sont les Nord-Cheyennes et pas les Cheyennes, c'est un groupe encore différent, les Nord-Cheyennes, les Blackfeet, les Flathead et les Crows. Si je résume la géographie du Montana rapidement, côté est du Montana, on a dans sa grande majorité des immenses prairies fertiles et côté ouest, là, c'est les montagnes rocheuses donc qui s'étendent du nord au sud et qui commencent d'ailleurs, qui débutent plutôt côté Canada. Le fleuve Missouri, qui fait partie des fleuves les plus grands des États-Unis, avec le Mississippi, traverse l'État et prend sa source dans les montagnes rocheuses. Voilà. Alors, en tant que professionnel du tourisme, vous allez me dire, mais alors pourquoi présenter ou pourquoi proposer cette destination à vos clients? Ou alors pourquoi partir en vacances dans le Montana? Qu'est-ce que cet État a de plus que les autres? Il y a plein de belles choses. Là, la photo que vous voyez, hein, c'est une photo de la route de Glacier, dans le parc national de Glacier, qui est une route magnifique qui s'appelle Going to the Sun Road. Donc, dans le Montana, ce que le Montana a à offrir, c'est une vraie immersion dans l'Ouest américain authentique. C'est des grands espaces naturels sauvages. C'est la nature à l'état pur, les montagnes rocheuses, les parcs nationaux, on va y revenir plus tard, notamment, et aussi d'autres parcs d'État qui sont au moins aussi attrayants, à mon sens, que les parcs nationaux qui sont les plus connus. C'est une destination aussi qui se prête évidemment aux amoureux de la faune d'Amérique du Nord,
Donc typiquement, tous les ours, les grizzlies, les ours noirs, les ours bruns, les mousses qui sont en fait des orignales, des élans, les cousins du Canada, des loups et bien d'autres animaux encore. C'est une destination qui s'adresse aussi aux amoureux et aux curieux, plutôt aux curieux de rencontrer des locaux. On a, nous, tissé au fil des années un réseau de gens qui sont prêts et ravis toujours de rencontrer nos clients, qu'ils soient propriétaires de ranch, des associations, des porteurs de projets, des associations qui s'intéressent et qui défendent les droits des Amérindiens, des gens qui travaillent sur des projets écologiques. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut intégrer au voyage des clients sans aucun problème, et au contraire, c'est ça qu'ils retiennent souvent de leur voyage. C'est aussi une terre où, évidemment, qui fait partie intégrante de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Donc en ce sens-là, il y a beaucoup de sites historiques qu'on peut visiter. Et évidemment, pour ceux qui s'intéressent à la culture amérindienne du passé, mais surtout celle d'aujourd'hui, ce qu'il en reste plutôt, c'est aussi une destination qui est tout à fait appropriée. Et enfin, bien évidemment, et ça, c'est pas une grande nouvelle, le Montana, c'est vraiment un état vraiment très très sympa pour se ressourcer, pour être au calme, c'est la tranquillité et tout un tas d'activités de pleine nature qu'on peut pratiquer au cours du voyage. Alors, je rentre là dans le vif du sujet. Le voyage qu'on a construit chez Sousoulou, c'est un voyage en 3 semaines. C'est pas une boucle, c'est une espèce de cœur écrasé, comme vous pouvez le voir sur la photo de l'itinéraire là. Le Montana, c'est un État qui est très reculé. Donc, il n'y a pas d'aéroports vraiment internationaux qui vont desservir la France en direct. Alors, ce qui est le plus naturel au jour d'aujourd'hui, et ça va peut-être changer d'ailleurs dans les mois qui suivent, mais pour l'instant, le plus simple, c'est d'arriver à Denver, dans le Colorado, et de faire éventuellement un vol, par exemple, direct en Paris-Denver, pourquoi pas, et ensuite de prendre un vol intérieur, donc pour arriver à Billings, à l'aller, et repartir par la petite ville de Bozeman au retour, ce qui évite de refaire la route de transition une fois de plus entre Bozeman et Billings pour finir cette boucle. Voilà, alors j'ai découpé ce voyage en 4 actes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le Montana, il y a 4 régions distinctes qui méritent vraiment le détour et qui sont assez contrastées. Donc l'idée, c'est de parcourir au fil de cet itinéraire les différentes facettes du Montana. La première, donc, c'est une courte portion de voyage en 3 jours. Alors, vous voyez qu'il y a énormément d'étapes, enfin énormément, pas mal d'étapes, mais ce sont des petits sites et donc on n'y passe pas énormément de temps à chaque fois. En 3 jours, c'est ce qu'il faut pour pouvoir visiter tranquillement ces petits sites-là. Donc là, on va commencer le voyage par Billings, une petite ville qui est la ville où le siège de Sousoulou est. Et l'idée, c'est d'aller découvrir le sud-est pour commencer du Montana, qui est typiquement le pays des cow-boys et des Amérindiens. Qu'est-ce que ça donne en termes de décor et d'ambiance? C'est des immenses plateaux, des collines à perte de vue, c'est immense, des canyons, c'est un vrai décor de western. C'est évidemment une terre de ranch, d'éleveurs aussi, bien entendu, et de réserves amérindiennes, parce qu'en effet, au sud de la ville de Billings, vous avez une énorme réserve indienne qui est la réserve des Crows des North Cheyenne. Cette région-là, c'est aussi une région où il y a énormément de rodéos et de powwows. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les powwows, c'est en fait des représentations qui sont à l'initiative des Amérindiens où ils refont, je dirais, ou ils redansent tous les rituels qui sont liés à leur propre culture. C'est aussi un endroit où il y a énormément de mustangs sauvages et donc de cavalcades de chevaux dans les plaines. Donc c'est aussi une raison pour aller visiter cette région-là. Les différentes étapes de cette première portion d'itinéraire, c'est la ville de Billings, point de départ. Un canyon impressionnant et vraiment incontournable à mon sens, qu'on appelle le Bighorn Canyon National Recreational Area. Little Bighorn Battlefield, qui est un site historique vraiment important. La petite ville sympathique de Miles City et Makoshika State Park. Je vous propose là de continuer, de vous expliquer ce qu'il y a à voir de façon assez
synthétique dans chaque étape, à chaque étape. Donc, vous allez voir qu'à chaque diapositive, je vous ai mis une petite photo. En haut à gauche, c'est la photo de Bighorn Canyon et en bas à gauche, c'est la photo du parc de l'État de Makoshika. Alors, Bighorn Canyon, c'est pas très très loin de Billings, c'est une heure et demie écart. C'est un terrain de jeu idéal pour faire des randonnées. C'est un canyon qui est relativement impressionnant parce qu'il fait 487 km² de superficie. Donc, en dehors du site qui est très impressionnant, il y a des couleurs qu'on voit un petit peu là, qui sont chatoyantes et qui méritent vraiment le voyage. Ensuite, on continuera l'itinéraire par Little Bighorn Butterfield. Alors ça, c'est un site amérindien c'est un site qui est très très important, puisqu'en fait, c'est un site qui retrace l'histoire d'une des rares victoires du peuple amérindien sur les Blancs, sur les militaires, au moment du génocide amérindien. Donc en fait, c'est un cimetière, clairement, où le commandant Custer, qui a mené ses hommes à la défaite face à la coalition des tribus amérindiennes, y est enterré. C'est un site qui est très intéressant et qui est, surprenant, parce qu'en fait, à la fois, c'est un site de pèlerinage pour les Amérindiens, puisqu'il y a évidemment de nombreux chefs indiens qui sont enterrés, mais à la fois, c'est aussi un site qui est un site pour les vétérans de la Navy ou les vétérans américains et qui vont fleurir les tombes des gens qui sont décédés suite aux conflits récents de l'histoire américaine, type guerre du Golfe et guerre du Vietnam. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, donc l'itinéraire continue naturellement vers Miles City. Alors, Miles City, c'est une petite ville, je dirais, de rien du tout, fréquentée surtout par les gentlemen farmers. Mais si vos clients ont l'occasion de faire un petit tour à Miles City et de se trouver dans cette région au mois de mai, il y a le premier rodéo de la saison qui est très authentique, qui n'est pas du tout comme les énormes rodéos de Las Vegas, très sponsorisé. Là, c'est vraiment, je dirais, un petit rodéo plus régional, mais très authentique. Et c'est aussi un endroit où on vend et on négocie aux enchères les bêtes, les troupeaux de bêtes. Donc c'est très typique. Je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo que je vous invite à regarder un peu plus tard. Ça vous donne une idée de l'ambiance des lieux. Et enfin, dernière étape, c'est Makoshika State Park. C'est la photo qu'on voit donc en bas à gauche. Makoshika State Park, alors ça c'est un petit bijou au fin fond du Montana, à la frontière du Dakota. C'est un endroit qui est surprenant, ce sont des paysages assez lunaires qui se prêtent vraiment à la randonnée. Et c'est ces espèces de concrétions rocheuses de grès stratifiées qui forment des cheminées de fées là, en forme de champignons. Donc c'est assez surréaliste de se promener là. Ça fait partie des étapes intéressantes de la région. Voilà pour la première étape de ce voyage en slow travel. Là maintenant, je vais avancer tranquillement vers la deuxième étape. La deuxième étape, c'est donc au départ de Makoshika State Park, c'est la découverte de la région de la rivière Missouri et de la région centrale du Montana. Alors là aussi, c'est une deuxième portion d'itinéraire en 4 jours. Avec pas mal d'étapes, mais toujours praticable et faisable à un rythme tranquille. Alors, le décor et l'ambiance, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le surnom de l'État du Montana, c'est Big Sky Country. Donc, c'est vraiment ça. Partout où vous allez, en fait, dans le Montana, au Montana, il y a, quand le soleil se couche, là, des ciels étoilés extraordinaires. Il y a très peu de pollution dans le Montana, donc en fait, ça fait des conditions d'observation qui sont idéales pour les amateurs quand on campe à la belle étoile ou alors pour les amateurs d'astronomie. Donc c'est pour ça que là vraiment l'ambiance de cette région-là, c'est ces ciels étoilés-là. Mais évidemment, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les grandes plaines, les rivières. C'est évidemment une région très fertile grâce au fleuve Missouri. Et les lacs aussi, et puis la pêche, parce que dans le Montana, en fait, on fait de la pêche à la mouche, et on fait aussi de la pêche au poisson spatule, voilà, pour les détails intéressants. C'est aussi un site c'est aussi plutôt une région où il y a des sites historiques importants.
Les différentes étapes, c'est Fort Peck, Malta, Upper Missouri River Breaks National Monument, Lewistown, qui n'est pas l'endroit où on fabrique des jeans Lewis, Fort Benton et Great Falls. Donc, on continue sur ces différents sites. Le premier, c'est Fort Peck. Alors, Fort Peck, c'est la réserve indienne la plus excentrée du Montana. C'est, comme beaucoup d'ailleurs dans les réserves amérindiennes, un lieu de cohabitation entre différents groupes ethniques, les Assiniboines, j'ai toujours du mal à le prononcer, et les Sioux. Ce qui est intéressant dans cette réserve-là, c'est qu'il y a un petit musée qui est géré par ces deux peuplades-là, où on peut voir des peintures, des gravures et des objets artisanaux amérindiens. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la plupart des objets ancestraux amérindiens n'appartiennent plus depuis bien longtemps pour la plupart aux Amérindiens. Ils sont exposés dans les plus grands musées du monde entier, et que ça soit à Paris ou que ça soit ailleurs dans les grandes villes des États-Unis. Donc en fait, quand on a à l'initiative des peuples une envie de revaloriser leur propre culture à travers un musée, par exemple, pour cet exemple-là, il faut y aller, c'est intéressant, et en plus, c'est l'occasion de rencontrer des Amérindiens dans de bonnes conditions. Ensuite, l'itinéraire continue par la petite ville de Malta, très calme et très tranquille. C'est un endroit où il y a un sanctuaire naturel qui s'appelle le Russell Wildlife Refuge. Donc, c'est un sanctuaire naturel propice à la randonnée, très agréable, où il y a de nombreuses collines et forêts ripariennes. Donc, tranquille. Pourquoi pas imaginer faire un petit pique-nique et ensuite se dégourdir les jambes et faire un petit tour dans ce sanctuaire naturel, c'est fort agréable. Alors ensuite, chose très importante et qui pourrait intéresser les clients qui veulent amener leurs enfants ou qui sont passionnés de dinosaures et de paléontologie, le Montana. Au même titre que l'État de l'Utah et le Wyoming, c'est un endroit où il y a énormément, et on en retrouve encore des ossements de dinosaures. Donc partout dans cet État-là, et aussi dans ces États voisins-là, vous avez de nombreux sites et musées sur le thème des dinosaures. Donc là, à Malta, vous avez un musée qui s'appelle le Great Plains Dinosaur Museum, qui est très intéressant, assez pédagogique pour les enfants. Et pour les grands aussi, bien sûr. On a le droit d'aimer les dinosaures, même quand on est un peu plus grand. Voilà pour Malta et l'idée des dinosaures. Ensuite, vous avez donc la région Upper Missouri River Breaks National Monument. Et bien là, c'est l'envie et c'est la possibilité de prendre son canoë ou son kayak tranquillement, un peu comme les Amérindiens d'ailleurs le faisaient, et voyager, donc, enfin se promener plutôt, voyager c'est un grand mot, sur la rivière Missouri. Là, c'est encore un moment de calme et de sérénité. Comme le moyen de déplacement est tout à fait doux, eh bien, vous pouvez aussi observer la faune au cours de cette navigation, et c'est fort agréable. Et il y a aussi, comme on le voit là, dans la photo à gauche de cette diapositive-là, des falaises de grès blanches qui sont assez impressionnantes. Et en haut, évidemment, la photo, là, c'est un des Amérindiens de la réserve de Fort Peck. C'est un enfant. Voilà. Ensuite, les trois derniers petits sites à visiter dans la région centrale du Montana, c'est Lewistown, petite ville, encore une fois, tranquille et calme, entourée de montagnes, où la plupart des habitants vivent de l'agriculture et travaillent dans les ranchs. On peut y faire de longues balades au départ de Lewistown à cheval, et évidemment, encore une fois, de la pêche, pour ceux que ça intéresse. Hein. Après, ici, la photo en haut à gauche, c'est une photo du vieux Fort Benton. Alors, évidemment, dans le Montana, il y a eu trois grandes périodes historiques. La première, c'est évidemment l'histoire des Amérindiens qui ont été les premiers habitants, mais après, il y a eu évidemment le commerce de la fourrure, et il y a eu énormément de trappeurs qui sont venus dans ces régions-là pour faire du commerce de la fourrure, hein, chasser et échanger de la fourrure. Donc, le Fort Benton, ici, eh bien, retrace cette époque-là rude des trappeurs du Montana. Voilà pour faire Fort Benton. Et donc, du coup, en été, comme beaucoup dans le Montana, il reparle de cette histoire-là, de cette page-là des États-Unis, avec des reconstitutions historiques et des règlements de compte façon cow-boy à Hockey Coral. Voilà. Dernière petite étape de cette région-là,
c'est la région de Great Falls. Alors, vous voyez que d'ailleurs sur la photo, c'est la rivière Missouri qui fait des méandres. À Great Falls, il y a un centre qui est vraiment intéressant, c'est un musée en fait sur la thématique très importante ici dans l'histoire du Montana de Lewis et Clark, qui sont en fait des explorateurs qui ont beaucoup compté dans l'histoire du Montana. Ça s'est passé au 19e siècle, entre 1804 et 1806. Lewis et Clark ont été mandatés par le président américain de l'époque pour faire une mission d'exploration et comprendre vraiment mieux la topographie du nord-ouest des États-Unis. Parce que le nord-ouest des États-Unis était une région sauvage et qui a été très très tard découverte, et il fallait un petit peu désenclaver et comprendre un peu mieux cette région. Donc voilà, ces deux braves gars explorateurs ont commencé leur mission dans le Missouri et ont traversé le Montana. Je vous laisse imaginer à l'époque les rencontres qu'ils ont dû faire. Voilà, ça devait pas être facile, je pense, dans un territoire aussi sauvage que ça. Je continue ensuite sur la troisième région et une des plus belles de l'État du Montana, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la région de glaciers et des glaciers. Là, exprès, c'est une portion de voyage qui est beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur de cette portion de voyage, c'est le parc national de Glacier. Glacier National Park fait partie des plus beaux parcs nationaux aux États-Unis, et on a du mal quand même à y aller juste pour y passer et prendre une petite photo et partir vite fait. Ça serait bien dommage. Il y a énormément de randonnées à faire qui sont vraiment superbes. C'est pour ça que 7 jours, c'est le minimum syndical, à mon sens. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette région-là de glaciers? Alors, pour rappel, c'est la région des montagnes rocheuses. Donc là, on est moins dans les grandes plaines, on est plus dans du paysage alpin, plutôt montagneux. Et c'est donc la nature à l'état sauvage. Et encore une fois, j'insiste avec mes histoires d'étoiles, mais c'est encore un endroit magnifique pour observer des étoiles. Les différentes étapes de cette portion-là d'itinéraire, c'est la région est du parc de Glacier National Park, Whitefish, Eureka, Libby, Flathead Lake et Missoula. Allez, je vous laisse regarder tranquillement les jolies photos que je vous ai mis là. Ce sont des photos du parc national de Glacier. Donc là, il y en a un là tranquillement qui fait du paddleboard sur des lacs magnifiques qui sont ceux de la région de Glacier, des couchers de soleil magnifiques, le ciel est pur, donc d'où cette photo-là. Le parc national de Glacier fait partie des plus vieux parcs des États-Unis, parcs nationaux. Il fait partie intégrante de la chaîne des Rocheuses, ça vous l'avez bien compris. 80% de ce parc-là se situe aux États-Unis, mais il y a encore 10% qui se situent dans la province d'Alberta, côté Canada. Je dirais le point culminant du parc de Glacier, c'est le mont Cleveland, qui ne fait que 3194 mètres d'altitude, mais c'est déjà pas mal. Et on y trouve dans ce parc-là des immenses vallées glaciaires, des forêts denses de sapins, des lacs de montagne et 50 glaciers qui fondent quand même avec le réchauffement climatique, mais qui, pour la plupart, qui sont encore là. Et c'est le paradis des randonneurs, vous l'avez bien compris. On aborde ce parc-là dans le sens de notre itinéraire par la région Est, et plus précisément le village de Saint-Marie ou alors le village de East-Glacier, Parc Village, qui est en plein milieu de la réserve encore amérindienne Blackfeet. Là aussi, il y a un site écotouristique très intéressant à visiter qui est géré par les Blackfeet et qui s'appelle Blackfeet Bison Reserve. Donc, c'est encore un argument supplémentaire pour y dormir au moins une nuit avant d'entamer la découverte du parc de Glacier, et pour découvrir et comprendre un peu mieux les initiatives écologiques de ces Amérindiens et découvrir leurs traditions aussi, bien sûr. Ensuite, côté ouest du parc de Glacier, vous avez le charmant village de montagne de Whitefish qui se situe à une demi-heure côté ouest du parc de Glacier et qui, là encore, est un bon point de rayonnement pour aller visiter le parc de Glacier. C'est aussi une station de ski, donc en hiver, on peut imaginer y aller pour aller pratiquer les sports d'hiver, que ce soit le ski alpin, que ce soit le ski de fond, ou tout simplement faire des raquettes. Enfin, c'est un grand, grand terrain de jeu assez préservé, très agréable et très tranquille. Voilà, je continue le voyage par le reste des étapes
qui sont donc plus tranquilles là. Eureka est un petit village qui se situe à la frontière du Canada, très agréable puisqu'en fait vous avez le lac Kokanusa qui passe par Eureka et qui est un endroit de baignade très sympathique. On peut imaginer hop y déjeuner et puis faire un petit plouf tranquillement. Les photos que vous voyez ici sur cette diapositive en haut à gauche, pour la première, en fait, c'est aussi une fête traditionnelle qui se passe à Eureka et qui est à l'initiative des Amérindiens où il y a des courses de chevaux. Donc, pour ceux qui vont en été, pourquoi pas participer, en fait. Participer, je sais pas, mais en tout cas, assister à ce spectacle-là. Ensuite, plus au sud de Eureka, vous avez compris, on redescend tranquillement vers la région de Yellowstone, mais avant ça, on passerait par Libye. Alors Libye, c'est l'endroit où a été tourné le film, pour ceux qui l'ont vu, Le Revenant, avec Leonardo DiCaprio, qui témoigne justement de cette histoire des trappeurs avec une nature sans merci. Voilà, donc pour ceux qui l'ont vu, ben, c'est là-bas que ça a été tourné. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas à Libye, vous avez une forêt nationale qui s'appelle Kootenai et qui est un haut lieu de randonnée, de lacs de montagne, aux eaux turquoises, une nature vraiment à l'état sauvage et très préservée. Des forêts de conifères très denses, des cascades, des cèdres centenaires, donc bah, c'est superbe. Et voilà, là encore, bah, ça vaut vraiment une nuitée avec des balades. C'est presque la jungle façon Montana. Voilà. Ensuite, on descend tranquillement vers le sud de l'État du Montana, enfin en direction du parc de Yellowstone, pour aller se promener du côté du lac Flathead, qui là aussi est un lac énorme, 298 km de circonférence. Autant vous dire que quand on est au bord du lac, on n'en voit pas la fin. On a l'impression d'être à la plage. C'est un lac naturel de toute beauté, qui est aussi en partie sur la réserve amérindienne des Flathead. Et c'est encore un endroit où on peut tranquillement se reposer, faire du canoë, louer un petit bateau à moteur pour ceux qui veulent aller explorer les différentes berges du lac et faire de la randonnée. Voilà. Et enfin, donc, je finirai cette étape, acte 3, de la découverte de la région des glaciers par la ville de Missoula. Missoula, c'est une petite ville universitaire assez dynamique et très, très sympa, où il y a des festivals musicaux gratuits en été. Donc c'est sympa d'y dormir d'une nuit dans une ambiance un peu plus citadine, hein, tout est relatif, c'est pas Los Angeles, hein. Mais pour s'y poser et puis pourquoi pas écouter un concert tranquillement en sirotant un petit verre. Voilà, donc Missoula, c'est une étape sympathique. Je finirai la présentation de cet itinéraire par la région qui est la plus connue dans le Montana, qui est la région du parc de Yellowstone, de toute beauté, très atypique aussi. Et là aussi, en 7 jours, parce que y a tellement à voir, il y a tellement de pesticides qui sont des bijoux que c'est dommage d'y passer vite fait en traversant le parc sans s'arrêter. Donc l'ambiance et le décor. Alors au nord de la région de Yellowstone, vous avez une ville minière intéressante qui s'appelle Butte. Ensuite, vous avez évidemment le parc national de Yellowstone. Vous avez une route scénique magnifique. Vous avez de nombreux rodéos, encore une fois, et des villages du Far West dans cette région-là. Les étapes, c'est Butte, Big Sky, West Yellowstone, le parc de Grand Teton National Park, Cody, dans le Wyoming, Berthoud Highway, Cook City, Gardiner, Paradise Valley et enfin Bozeman. Alors, j'ai triché. En fait, c'est pas uniquement une présentation qui part du Montana, parce que le parc de Grand Teton National Park se situe dans le Wyoming, ainsi qu'une grande partie du parc de Yellowstone et ainsi que la ville de Cody qui se situe aussi dans le Wyoming. Je ne pouvais pas décemment vous proposer un itinéraire dans cette région-là sans aller dans ces beaux sites-là. Donc, c'est pour ça que voilà, je me suis permise de rajouter 2 sites qui se trouvent dans le Wyoming. Pour ce qui est des sites à visiter dans cette région-là, vous avez la ville de Butte. Alors, Butte, c'est une ville minière assez étonnante, qu'on appelle aussi The Richest Hill on Earth,
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le premier producteur mondial de cuivre pendant 10 ans au début du XXe siècle. Donc, en fait, là, c'est une étape atypique où ils ont restauré correctement la mine pour les visiteurs et c'est très sympa. Un quartier historique d'époque. Vous imaginez la ville principale façon Far West avec la rue principale et puis les maisons à fronton, avec les planchers qui craquent et puis les vieux saloons et les bars. Donc, c'est voilà, c'est sympa. Donc, Butte, c'est l'occasion d'y dormir une nuit, de visiter cette ville assez étonnante. Alors, ensuite, on va aller tranquillement découvrir le parc de Yellowstone. Et une vallée qui nous tient vraiment à cœur chez Sousoulou, c'est la vallée de Big Sky, qui se trouve dans la région ouest du parc de Yellowstone, mais qui est à l'extérieur du parc et qui est une vallée typique du Montana. Façon de carte postale avec la rivière qui coule en fond de vallée, voilà les montagnes. Encore une fois, ce ciel ouvert est magnifique, des ranchs avec des domaines à perte de vue. Pour information, c'est là où a été tourné le film avec Brad Pitt qui date de plusieurs années maintenant, mais qui s'appelle Et au milieu coule une rivière, hein, pour ceux qui l'ont vu. C'est une histoire voilà, familiale, traditionnelle en Montana avec des pêcheurs à la mouche. Donc c'est ça, ce type d'ambiance en fait. C'est vraiment le Montana, là aussi, façon carte postale. Ensuite, le parc national de Yellowstone, point d'orgue à mon avis de ce voyage avec celui de Glacier. Le parc national de Yellowstone, alors les deux photos que vous voyez là sur la diapositive sont dans le parc de Yellowstone. Alors, le premier en haut à gauche, c'est le site de Grand Prismatique. Il n'y a pas de filtre sur la photo. Hein. Ces couleurs qui sont assez hallucinantes et très vives, c'est vraiment les vraies couleurs du site de Grand Prismatique. Et ensuite là, juste en dessous, ça c'est une photo très typique du parc de Yellowstone et de sa région. Des bisons qui broutent dans la poussière au bord de la rivière et puis des fumerolles. Donc ça c'est vraiment typique de Yellowstone. Alors, ce parc, qu'est-ce qu'on y trouve pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est un des plus vieux parcs des États-Unis, c'est d'ailleurs le premier, je pense, qui a été créé. Il a été créé en 1872. Qu'est-ce qu'il a à offrir? C'est un ensemble géothermique exceptionnel. Exceptionnel pour deux raisons, par sa diversité et aussi par sa grandeur. Il y a énormément de sites volcaniques et de pays volcaniques à travers le monde. En fait, Yellowstone, là, vous avez tous les phénomènes géothermiques qu'on peut retrouver dans le domaine du volcanisme, que ce soit les geysers, les moffettes, les sources chaudes, les marmites de boue, les fumerolles, etc. Là, tout y est, c'est impressionnant, ça bouillonne et ça fume de partout. On y trouve aussi, bien sûr, à Yellowstone, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que nos clients y viennent, une faune typique d'Amérique du Nord qu'on peut observer aux 4 saisons de l'année dans le parc, même si le parc n'est pas ouvert à 100% toute l'année. Les sites qu'il y a à voir dans le parc de Yellowstone, c'est donc Mammoth Hot Spring, je vais en parler rapidement tout à l'heure, le Grand Prismatique, vous voyez une photo ici en haut à gauche, le canyon de Yellowstone et Old Faithful, qui n'est autre qu'un geyser absolument magnifique et qui se trouve dans la région sud du parc. Voilà. Alors, à Sousoulou, nous, on insiste vraiment lourdement quand on propose un voyage à destination de Yellowstone à nos clients pour dormir et rayonner dans le parc, dans les différentes régions du parc. Autrement dit, changer d'hébergement pour aller aborder correctement et découvrir correctement le parc de Yellowstone. Parce qu'en fait, dans chaque région de Yellowstone, vous avez vraiment des sites qui sont très divers. Et qui, ça serait dommage d'y aller sans vraiment explorer ces 4 régions-là. C'est pour ça que cet itinéraire, on va vous le proposer en boucle pour aborder la région de Yellowstone. Et on attaque la découverte du parc par West Yellowstone, qui est en fait l'entrée ouest du parc, qui se situe à 10 minutes, montre en main, de l'entrée du parc, et qui est pratique parce qu'en fait, ça nous permet ici de dormir, par exemple, 2 nuits et d'explorer la région ouest du parc de Yellowstone en bénéficiant de toutes les commodités que peuvent offrir un petit village, à savoir bêtement, mais il faut y penser, station essence et supermarché, parce qu'en fait, dans le parc de Yellowstone, il y a presque pas, c'est très pauvre en infrastructure.
Donc, vu l'immensité du parc, qui est aussi grand que la Corse, autant vous dire que c'est un peu dommage de ne pas avoir fait son plein d'essence et de se retrouver en rade en plein milieu du parc. Les bisons viendront vous dire bonjour, mais en attendant, ils ne vont pas vous aider à vous faire démarrer la voiture. Donc voilà, il faut être prévoyant. Ensuite, une fois qu'on a abordé et visité la région ouest du parc de Yellowstone, on vous propose de descendre en plein sud en direction du parc de Grand Teton National Park, qui est en fait la continuité logique du parc de Yellowstone et qui, moi, nous paraît incontournable quand on se dirige et quand on va dans cette région-là. Ce qu'a apporté le parc de Grand Teton, c'est un haut lieu de randonnée, là encore une fois, et puis surtout, encore une fois, des points d'observation de la faune qui sont finalement beaucoup plus accessibles que dans le parc de Yellowstone. Donc, ça, c'est en ce sens-là que c'est aussi intéressant. Au sud du parc de Grand Teton, vous avez la ville qui plaît beaucoup à nos clients et qui s'appelle Jackson Hole, qui est aussi une station de ski un peu chic, type Val d'Isère, pour ceux qui connaissent Val d'Isère. En tout cas, elle est très appréciée et c'est sympa d'aller manger ou même dormir à Jackson pour ceux qui n'ont pas les moyens ou pas envie de dormir dans le parc de Grand Teton. Ensuite, je vous amène et je vous fais sortir du parc de Yellowstone et de Grand Teton volontairement, plein est, en direction du petit village de Cody, qui est à l'extérieur du parc, mais qui est vraiment charmant. Cody, dans le Wyoming, c'est l'endroit où a vécu en partie le fameux personnage de Buffalo Bill, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui fait partie des légendes de l'Ouest. Et c'est lui qui a fondé la ville de Cody. C'est un endroit sympathique aussi parce que c'est la capitale du rodéo de Wyoming. Donc tout l'été, à partir du mois de juin, vous avez de nombreux rodéos regroupant toutes les disciplines du rodéo, y compris donc rodéo à cheval, mais rodéo aussi sur les vaches, sur le taureau. Cody, c'est aussi un endroit très sympa pour aller faire des sports d'eau vive, au même titre d'ailleurs que Grand Teton, ça j'ai oublié de vous le dire. Sport d'eau vive, donc que ça soit principalement canyoning, rafting et canoë-kayak. C'est un endroit aussi sympa pour partir en safari. J'aime pas trop ce mot safari, mais enfin, pour aller observer les mustangs sauvages et les troupeaux qui se déplacent dans la région de Cody et plus au nord. Voilà pour Cody. Évidemment, c'est un village aussi du Far West, donc c'est aussi en ce sens-là que c'est sympa d'y aller. Même si c'est pas la région même si c'est pas la saison des rodéos. Ensuite, je continue en direction du nord, là cette fois-ci de l'État du Montana et du nord du parc, en passant par la route scénique qui est magnifique, qui fait partie des plus belles routes scéniques des États-Unis, qui s'appelle Berthoud Highway. Pourquoi emprunter cette route-là? Bon, évidemment pour sa beauté aussi, parce qu'en fait, il y a des canyons magnifiques, un massif montagneux avec des couleurs chatoyantes et puis vraiment une variation de couleurs superbe au fil de la journée. Et en ce sens-là, il faut vraiment remonter, comment dirais-je, la route et remonter en direction du nord du parc de Yellowstone en passant par cette route scénique-là, même si elle est à l'extérieur du parc, même si naturellement on aurait envie de remonter et de repartir à l'intérieur du parc de Yellowstone, c'est dommage. Il faut faire une boucle par Berthoud Highway. Et après, une fois qu'on arrive au bout de la route, on re-rentre dans le parc par le nord-est du parc de Yellowstone, qui se trouve donc au nord-est, comme je viens de le dire, et en passant par les villes de Cook City et de Silver Lake, où là, ça n'a plus rien à voir avec l'ambiance volcanique du sud du parc et de l'ouest, parce qu'en fait, là, c'est de la haute montagne, des forêts denses, des rivières, et voilà, c'est très sympa aussi. Et on va accéder donc à cette région-là du nord de Yellowstone par la vallée de Lamar, qui est un endroit privilégié pour aller observer les loups, et surtout d'ailleurs au printemps. Voilà. Dans le nord du parc, vous avez Gardiner et plus précisément le site exceptionnel de Mammoth Hot Spring. Donc voici la photo sur cette diapositive en haut à gauche. Ce sont des terrasses de calcaire, un enchevêtrement de terrasses de calcaire de tuf qui sont exceptionnelles par leur grandeur et puis le côté atypique aussi. Donc, ça fait partie des hauts lieux à visiter dans le parc. Une fois que vous avez fini et que je dirais, vous avez fini d'explorer voilà, les 4 coins du parc de Yellowstone, je partage avec vous
un bout d'itinéraire et un retour en passant par la vallée qui s'appelle Paradise Valley, que j'ai découvert assez récemment et qui porte bien son nom et qui se situe donc entre le nord du parc de Yellowstone et la ville de Bozeman, qui va être notre point de sortie pour cet itinéraire-là. Paradise Valley, elle fait encore partie des vallées très authentiques aussi du Montana. Et c'est un endroit qui, comme se situe proche, encore c'est très près de tout l'aspect géothermique du parc de Yellowstone, vous avez énormément de bains et de sources chaudes naturelles. Alors, soit c'est des structures touristiques avec des hôtels et vous pouvez aller prendre un bain dans des piscines naturelles, très bien, c'est pas mal, on peut même y dormir et boire un petit verre. Ou alors, vous pouvez aussi dans cette région-là, et on est là pour vous les indiquer, aller, voilà, vous baignez dans des rivières qui sont pas du tout aménagées, hors sentiers battus, et puis vous avez des piscines naturelles avec des bains bouillonnants qui sont l'effet du volcanisme et de la région de Yellowstone. Et évidemment, dans ce secteur-là, on travaille aussi encore avec beaucoup de ranchs qui ont d'ailleurs des domaines à perte de vue et magnifiques. Donc, c'est encore une bonne raison pour y dormir avant de repartir. Évidemment, pour les fanas et ceux qui aiment faire de l'équitation, soit pour une petite heure ou soit pour une journée, voire même une semaine, pourquoi pas, on peut faire de longues balades à cheval dans ce secteur-là. Ou alors, pour ceux qui ne veulent pas monter sur un cheval, faire du VTT, tout simplement. Voilà, notre itinéraire s'achève par la ville de Bozeman, qui est une ville très sympathique, dans une mouvance assez écologique, ce qui est très sympa et je dirais, comme disaient les Américains, very refreshing, parce que c'est une ville qui est beaucoup moins traditionnelle, par exemple, que la ville de Billings, qui est beaucoup plus conservatrice. Donc, en ce sens-là, c'est sympa de faire un petit tour à Bozeman avant de partir. Et puis aussi, de toute façon, vous avez des vols intérieurs et peut-être même des vols internationaux qui vont peut-être s'ouvrir l'année prochaine au départ de Bozeman avant de repartir sur la France. C'est une ville qui est beaucoup appréciée de nos voyageurs. Voilà pour, je dirais, la présentation de ce joli voyage dans le Montana. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer quelques minutes encore. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Et puis, je vais répondre à vos questions. Aussi, je vois déjà que Marlène a posé quelques questions là. Alors, voilà, ce que va proposer Sousoulou de plus que les autres, en tout cas, ce qu'on fait un peu différemment de nos confrères, c'est évidemment séjourner dans les ranchs. Alors, séjourner dans les ranchs, vous allez me dire, oui, mais enfin, les autres aussi le font. Certes, nous, on va travailler avec tout type de ranch. Alors, les ranchs, ce sont des exploitations agricoles en réalité ou d'élevage. Donc, on peut y séjourner soit pour faire ce qu'on appelle du woofing. Concrètement, c'est mettre la main à la pâte et puis aider les éleveurs et se lever à 5 heures du matin pour aller nourrir les chevaux et nettoyer les étables. Il y en a qui ont envie de faire ça et on peut le faire. C'est aussi une façon de partager le quotidien des gens du Montana et de comprendre un petit peu mieux leur quotidien. Donc, c'est sympa en ce sens-là. Donc, c'est une possibilité, mais pas la seule. On peut aussi aller en ranch pour faire un séjour plus en immersion, un peu plus touristique, là, pour le coup, pour profiter de la tranquillité des lieux et aussi participer à des activités type lasso, balade en wagon, faire de la rando, évidemment, pêcher, de l'équitation, etc. En formule tout compris, on le propose. Souvent, c'est des formules un peu longues, d'une semaine, mais on a aussi des accords avec des propriétaires de ranch pour faire des séjours plus courts. Et aussi, on a d'autres ranchs qui sont... on aime bien travailler avec des ranchs un peu plus familiaux. Et certains d'entre eux ont plus une activité typiquement touristique et d'hôtellerie. Donc, on peut imaginer dormir en ranch pour quelques nuits uniquement. Voilà. Ensuite, on aime beaucoup, et nos clients aussi, je constate quand on fait les débriefs de voyage, adorent rencontrer les gens du Montana et les locaux en règle générale, parce qu'on voyage, on propose pas que le Montana, bien sûr. Et là, nous, on a tissé un réseau, et je l'ai déjà dit, je crois, au début de la présentation, de gens qui sont fort intéressants et qui ont à cœur de partager leurs projets divers et variés, plutôt sociaux et écologiques. Donc, si au cours du voyage, vos clients ont envie de rencontrer, je ne sais pas, des profs d'université, des gens qui sont investis dans le recyclage des déchets dans le Montana, quoi d'autre, évidemment des propriétaires de ranch,
j'en oublie, hein, des artistes amérindiens, bien sûr, des travailleurs sociaux qui travaillent avec les Amérindiens, des chefs indiens, tout ça, on peut le faire et on peut l'intégrer au cours du voyage. Et ensuite, on peut aussi, j'ai pas beaucoup parlé d'hébergement, mais dans le Montana, on peut tout à fait, nous, enfin sous nous, on travaille avec tout type d'hébergement et on propose aussi des formules camping. Alors, camping avec dormir sous tente, donc dormir sous tente sur tout le voyage ou une partie de l'itinéraire, hein, pour ceux qui n'en ont pas envie. L'avantage principal, évidemment, c'est le budget. Hein, entre une place de camping à 30 $ la nuitée ou 30 € et puis une nuit en ranch à 250 $ ou une nuit dans un lodge dans le parc de Yellowstone, Glacier ou Grand Teton, voilà, à 300 $, c'est pas la même. Donc évidemment, formule camping, c'est une belle économie et c'est aussi une façon de voyager un peu plus, peut-être un peu plus écologique, plus près de la nature. Et on va, pour information, livrer le matériel de camping à nos clients dans le premier motel ou hôtel où ils dorment au début de leur voyage. Donc, ils ne vont pas s'encombrer avec la tente, le but à gaz, si c'était dans l'avion, etc. etc. Pour ceux qui veulent faire de la randonnée pure et dure, on propose des roadbooks qui font à peu près une centaine de pages. Ils sont très précis pour remplacer les roadbooks type IGN, où là, on intègre dans le roadbook ou le carnet de voyage des randonnées avec des cartes très précises de randonnées qu'on aura testées, de façon à ce que nos clients n'aient pas besoin d'acheter 1000 guides pour pouvoir faire leur voyage. Et les roadbooks, on les propose, on les livre aussi à tous les clients qui voyagent avec nous et qui sont sur mesure, bien entendu, et qui font aussi vraiment une centaine de pages et qui sont faits pour eux. Donc là où on va leur apporter toutes nos petites adresses et nos astuces et nos petits secrets pour aborder le voyage de façon intelligente et approfondie. Voilà. Pour tout ce que j'avais à vous raconter, j'espère que voilà, ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Avez-vous des questions ou pas? Alors, peut-on accéder au ranch facilement pour visiter sans y dormir? Je vais commencer par répondre à la question de Marlène. Oui, Marlène, bien entendu. Et d'ailleurs, il y en a certains où on peut tout à fait y passer tout simplement pour déjeuner sur place, pour ceux qui sont plutôt des ranchs à destination un peu plus touristique. Nous, par exemple, parmi les ranchs avec lesquels on travaille à la frontière du Wyoming, dans le Montana ici, en fait, il suffit simplement qu'on leur passe un coup de fil et qu'on leur dise « Tiens, on a des gens qui voudraient visiter votre propriété, pourriez-vous les accueillir ?» Et les gens sont tellement sympas et sont tellement fiers aussi du travail qu'ils font au quotidien, qu'ils sont ravis de vous accueillir sans aucun problème. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, parce que tous les Français ne sont pas non plus bilingues, c'est pas grave, on vous accompagne. S'il faut faire le traducteur, on est ravis de le faire. Oui, bonne question de Karine. Les périodes pour effectuer ce voyage, ça c'est vraiment une question importante. Merci de l'avoir posée. Alors, en réalité, on peut voyager dans le Montana toute l'année. Mais il y a deux contraintes. L'hiver dans le Montana est extrêmement rude. J'entends par là, même dans ma région à moi, l'hiver, pendant 3-4 mois, les journées où il fait moins 20 degrés, il y en a beaucoup. Autant vous dire qu'à moins 20, en dehors de la neige et de la glace qui tombe du ciel, on ne tient pas longtemps dehors, bien évidemment. Donc là, concrètement, c'est compliqué quand même d'aller dans le Montana en plein hiver. Alors, sauf que on peut quand même y aller, évidemment, pour aller faire du ski ou des sports autres, type snowmobile, raquettes, etc. Mais il faut quand même avoir en tête que les conditions hivernales sont assez rudes. D'autre part, les parcs nationaux Yellowstone, Glacier et puis Grand Teton sont quasiment fermés. Concrètement, Yellowstone, il y a 10% du parc qui est ouvert et c'est l'entrée pour, on va dire, la plupart de la saison, c'est surtout l'entrée nord. Donc là, comment on y va? Eh bien, on y va, on peut plus utiliser son véhicule.
il faut le laisser à l'extérieur du parc et il faut venir, on va venir vous chercher en chenillette pour pouvoir se déplacer dans le parc. C'est un spectacle extraordinaire. C'est beaucoup plus coûteux au niveau logistique aussi, parce que quand on utilise une chenillette pour aller dans les différents endroits du parc, ben voilà, c'est pas gratuit. Voilà, ça demande une grosse logistique. Mais par contre, on peut, une fois qu'on y est, se déplacer en ski de fond ou en raquette, et c'est un spectacle exceptionnel. Il y a des documentaires qui ont été faits sur Yellowstone en hiver ou glacier. Ben, c'est fabuleux. Donc, le Montana, en résumé, plutôt sans aucun souci au printemps, en été et en automne. Et quand je parle de printemps, honnêtement, bon, c'est pas avant fin mai. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Karine. À partir de quel âge pour les enfants? Alors, pour faire du cheval dans le Montana, il faut, c'est pour des raisons légales et d'assurance, c'est à partir de 7 ans, juste pour faire cette activité-là. Sinon, les enfants, il faut les, enfin, je dirais que on peut tout à fait faire un voyage en famille dans le Montana. Ce que les enfants adorent, c'est évidemment les animaux. Donc, comme il y en a un petit peu partout et surtout dans les parcs nationaux, au contraire, il faut y aller. Moi, j'ai 2 enfants. Ma fille, qui est petite, elle a que 5 ans, je l'ai mise sur le dos d'un poney pendant 20 minutes. Elle était la plus heureuse du monde. Et ça, dans les ranchs, on peut tout à fait le faire. Donc, au contraire, c'est vraiment sympa. Les enfants gardent des bons souvenirs. Donc, il n'y a aucun souci pour voyager en famille. Et je dirais aller à partir quand même de 5 ans, ouais, parce qu'avant, je ne sais pas ce que les enfants gardent comme souvenir de voyage. Mais d'un point de vue logistique, on peut voyager avec des enfants en bas âge en Montana, il n'y a aucun problème. Et je dirais même que nous, on a eu livré pour les clients des poussettes qu'on leur met à disposition si besoin, pour ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer, par exemple, avec tout le matériel pour les enfants. Donc, il n'y a pas de souci. Quel type de véhicule conseiller? Oui, très bonne question. Alors, quand les routes sont déneigées et praticables, on peut aller partout dans le Montana en voiture classique, type berline, sans aucun souci. Par contre, c'est quand même une destination, et d'ailleurs c'est aussi le cas pour les grands parcs de l'Ouest américain, type Utah et Arizona, c'est quand même un voyage grand paysage. Donc, c'est plus sympa de voyager en véhicule un peu plus surélevé, type van, caravane, j'ai oublié la marque là, Dodge Caravan, voilà, ou alors SUV, ça c'est sûr. 4x4, bon 4x4, pas forcément, mais enfin un SUV déjà c'est mieux. Après, c'est plus coûteux. Donc, après, tout ça, c'est une histoire de budget. Mais concrètement, on peut accéder dans toutes les régions du Montana, quasiment partout, en véhicule classique, quand il n'y a plus de neige. Donc, à partir du mois de juin, sans aucun souci. Oui, bien sûr. Voilà, je bois un petit coup pour répondre à la prochaine question. Bien entendu, Barbara, donc, on peut faire des circuits plus courts pour les groupes, oui. Et d'ailleurs, on fait pas que du voyage individuel, hein, on fait aussi des voyages en groupe, bien entendu, avec guide francophone ou alors en autonomie, pas de souci. Plus court, oui. Je dirais qu'on peut faire un voyage intéressant déjà en 15 jours. Moins aussi s'il le faut, mais c'est dommage, parce qu'il y a quand même un peu de distance à parcourir. Et s'il faut faire un choix dans les régions à visiter, pour ceux qui ne disposent que de 15 jours, j'irai spontanément proposer un voyage dans la région des glaciers, donc acte 3 de la présentation, et la région de Yellowstone, acte 4. Voilà. Réalisable et quand même intéressant fin avril, sachant que toutes les routes de Yellowstone ne sont pas ouvertes, température neige, oui. Ben, ça recoupe un petit peu ce que je disais tout à l'heure, là. En réalité, pour Yellowstone en particulier, en fait, Yellowstone, alors, bon, cette année, il y a le Covid, donc c'est encore différent, mais l'ouverture du parc, elle varie en fonction des saisons.
Je ne vous cache pas que avec ces histoires de réchauffement climatique, que ça soit glacier, que ça soit Yellowstone, on a des hivers qui sont quand même de moins en moins rudes. Donc, les parcs ouvrent un tout petit peu plus tôt que d'habitude. À Yellowstone, on peut y aller au mois d'avril. Il faut juste savoir que vous n'allez pas pouvoir accéder à tous les sites du parc. Cette année, par exemple, par expérience, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, les rangers étaient prêts à ouvrir à partir du 15 avril. 15 avril, mais avec uniquement l'accès à peu près de la moitié, 50-60% du parc. C'est pas grave, la température est quand même super agréable. Le ciel est peut-être un peu plus chargé, donc c'est moins bon pour les photos, mais ça reste génial parce que d'abord, la faune, là, elle commence à sortir. Et puis, les petits naissent. Hein. Le printemps, pour ça, c'est super. Donc, au niveau faune, c'est un spectacle extraordinaire. Et évidemment, en fréquentation, ça n'a rien à voir avec le 15 août, enfin, avec plein mois de juillet-août. Voilà. La neige, variable en fonction des saisons, ça je l'ai dit. Oui, je pense. Ben, merci. Merci Delphine. Je crois que déjà la présentation est enregistrée et puis je crois que vous y aurez accès via le réseau de Together. Thomas va préciser ça, je pense, tout à l'heure. Oui, bien sûr, les ours. Bah, oui, bien sûr qu'il y en a partout des ours, même si c'est pas l'emblème du drapeau du Montana. Alors des ours, oui, on pourrait parler de faune pendant un bon moment, mais je vais pas, on n'a pas, on n'a pas le temps. Les ours, oui, qu'est-ce qu'il y a? Les grizzlies, qui sont les ours qui sont les plus dangereux dans la région, les ours noirs et les ours bruns. Alors, il y en a en fait dans la région des glaciers, surtout, et dans tous les massifs montagneux et dans la région de Yellowstone. Et on connaît même l'équipe de Sousoulou et même connaît exactement, c'est exactement où on peut facilement observer des ours dans le parc de Yellowstone parce qu'ils sont dans une région souvent assez particulière. Et même d'ailleurs, même quand le parc est très fréquenté, plein été, oui, on peut trouver des ours sans aucun souci. Je dirais quand même que pour voir les ours, c'est vachement plus sympa d'y aller au printemps parce qu'en fait, c'est là où on voit les petits. Les petits viennent de naître, donc on ne s'approche pas des mères parce qu'elles peuvent être vraiment assez agressives pour défendre leurs petits. Mais concrètement, vous êtes dans votre voiture et puis les ours vont traverser la route. Hein. C'est ça, hein, Yellowstone. C'est pas une légende. Quel est le coût de l'itinéraire proposé pour 2 personnes? Excellente question, Tara. J'ai volontairement pas mis de tarif sur cet itinéraire parce qu'en fait, c'est tellement variable en fonction du type d'hébergement que les clients vont choisir que j'ai toujours du mal à vous donner un tarif. Mais en gros, pour 1000 € à peu près, vous pouvez faire tout ce voyage de 3 semaines, comprenant l'hébergement, une partie de la restauration si besoin, la location du véhicule et certaines prestations type rodéo par exemple, ou alors une partie du voyage guidé pour à peu près 1000 €, 1200 € si vous faites une formule camping. Par contre, si les clients veulent au cours du voyage dormir dans des lodges qui sont hors de prix dans les parcs ou alors dans des ranchs, là c'est beaucoup plus élevé parce qu'en fait, le tarif moyen d'une nuitée dans les lodges des parcs, c'est oui, à peu près 200, entre 200 et 250 $ la nuit. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup plus cher que ça sur le tarif final du voyage. Ensuite, par expérience, hein, nous, ce qu'on fait le plus en réalité, c'est des formules où les clients vont tester tous les types d'hébergement au cours du voyage, que ça soit le motel tout simple, que ça soit l'hébergement plus bateau, plus de chaîne, ou alors l'hébergement plus authentique, que ça soit chez l'habitant, parce qu'on le propose aussi, en ranch ou alors en lodge. Avec grand plaisir. Aura. Alors, dans le support, super. Je reviens au Montana virtuellement. Ben oui, on vous attend. J'espère que voilà, ça vous aura donné envie d'y aller. C'est une superbe région. C'est la garantie vraiment d'un ouest très authentique.
les gens sont adorables aussi. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que les gens du Montana et du Wyoming d'ailleurs aussi sont vraiment des gens très courtois et vraiment sincères et sympathiques. Avec grand plaisir. Merci, merci de m'avoir écouté. Quand vous allez avoir accès aux différentes diapositives de la présentation, vous verrez d'ailleurs que j'ai répondu par anticipation à certaines questions que j'entends régulièrement et que nous font nos clients. Donc, je vous laisserai les découvrir. Mais il y en a une qui est liée à est-ce qu'on peut aller dans le Montana et puis dormir chez les Amérindiens. Voilà, j'ai tout le temps cette question-là. Je me permets d'y répondre un petit peu, mais vous pourrez aussi le lire plus précisément. Bon, on a beaucoup parlé des Amérindiens lors de cette présentation-là. Je tiens quand même à vous dire que le quotidien des Amérindiens aux États-Unis et dans le Montana est très difficile. C'est des gens qui vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté, qui font face à une réalité sociale qui est très très dure. Donc, si vos clients ou si vos clients se disent super, on voit une réserve indienne, on va y aller tranquillement, on va y traverser, et sans comme ça prévenir ou être accueillis, ça peut être très décevant d'une part, et aussi ça peut, ils seront pas forcément bien accueillis, quoi, parce qu'en fait, ce sont des terres qui sont des terres fédérales et il y a une culture à part entière. Donc, moi, je déconseille vraiment d'y aller comme ça à l'aventure sans connaître personne. Par contre, la rencontre des Amérindiens, ça peut être génial et vraiment super intéressant quand on est accompagné par des gens qui font partie et qui sont en contact avec cette communauté-là, ou alors, ben, l'un d'entre nous de l'équipe qui va pouvoir faire justement le lien. Voilà, ce sont des gens qui ont beaucoup à nous apporter, je pense. Et par contre, voilà, il y a une façon de les aborder et de les connaître. Voilà, pour que ces échanges-là soient intéressants d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon. C'est moi, c'est fini, je Oui, crois. je Hein. crois qu'il n'y a plus de questions. J'ai beaucoup de chat. Mais de toute façon, bah, merci beaucoup Maya. Et de toute façon, on vous enverra la présentation, le replay avec les coordonnées de Maya. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec Maya sur la suite, sur d'autres circuits aux États-Unis. Ils ont une prod très riche et de ce que j'ai vu d'autres réceptifs, c'est une prod assez originale et une manière de vendre les États-Unis assez différente. Voilà. Merci à tous. Je vais fermer l'événement et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée à Maya qui s'est levée tôt pour ça. Et donc, elle va pouvoir enchaîner derrière bah, une bonne journée. C'est ça, Merci à c'est tous. un grand plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.